C'est un grand honneur pour nous de pouvoir avoir le regard d'une immense plasticienne comme Orlan sur son œuvre, qui a été ponctuée de scandale en scandale médiatique. Du baiser de l'artiste aux opérations chirurgicales, en passant par l'origine de la guerre, jusqu'à la culture de ses cellules, Orlan nous offre aujourd'hui son regard singulier sur son œuvre transmédia emblématique et engagée, qui soulève des questions majeures dans le monde d'aujourd'hui. Je laisse la parole à Orlan et remercie au préalable Ronan Marek et ses élèves de la section art du lycée Valin pour la captation vidéo de cet événement exceptionnel. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être à La Rochelle, que j'aime beaucoup, et de retrouver aussi le musée du Nouveau Monde, où effectivement une de mes œuvres figure a été achetée par Annick Notaire pour les collections du musée. En tout cas, je voudrais commencer par cette œuvre que vous voyez depuis que nous essayons de résoudre les problèmes techniques. En fait, cette œuvre, comme toutes mes œuvres, est un manifeste. Et c'est ici un manifeste à plusieurs couches. Cette œuvre s'appelle « La liberté en écorché ». Et pour moi, c'était vraiment extrêmement important de l'intituler ainsi et que l'autoportrait que j'ai voulu faire de moi soit entièrement écorché. Pourquoi? Parce que la plupart des artistes sont des écorchés, et moi j'ai dû même m'écorcher moi-même pour faire œuvre. Mais surtout, quand en fait on ne voit plus la couleur de peau, on ne voit plus si elle est noire, si elle est blanche, si elle est jaune, si elle est rouge, eh bien le racisme ne peut plus s'inscrire. Et on a une époque où effectivement le racisme est là, vraiment très fort. Donc pour moi c'était très important d'avoir cette œuvre en écorché. J'ai voulu en fait faire un autoportrait de moi. Dans cet autoportrait, il n'y a aucune image de moi. C'est entièrement fabriqué par la machine, entièrement fabriqué par le logiciel avec lequel j'ai travaillé, bien sûr sous mes ordres. Et cet écorché, en fait, est comme un avatar à qui je peux faire les gestes que je veux. Et là, les deux qui sont autour du personnage principal refont le mouvement du mesurage de rue et d'institutions que j'ai fait très longtemps dans ma vie. Au milieu, il était important pour moi de faire un personnage qui soit une femme, non pas comme celle qu'on nous montre sur les podiums de mode, mais un personnage qui soit mûr, lourd, matériel. En fait, une femme forte, très loin des squelettes qu'on nous propose. Et ce personnage, en fait, à l'intérieur, il a deux temps. Il a les temps des planches anatomiques de Vézal, et aussi, il a le temps d'aujourd'hui, avec une lecture, on pourrait dire, Seiberg, du corps. Avec ces prothèses, qui, effectivement, ce sont des prothèses dont je me sers dans mes performances, ou des prothèses qui ont été mises définitivement comme les bosses qui sont sur mes tempes. Je lui fais prendre au ralenti la position de la statue de la liberté, parce qu'actuellement, on est en train de perdre beaucoup de liberté, et la liberté de s'exprimer pour une artiste qui s'intéresse à la représentation du corps, puisque on ne peut plus montrer un corps de femme, et certainement pas les seins qui sont immédiatement floutés, alors que les hommes peuvent montrer
leur sein. Donc, on est dans une sale époque. Une époque où peut-être Trump va gagner ce soir, une époque où il y a effectivement l'interdiction aux États-Unis de l'avortement et dans beaucoup d'autres pays. Donc, on est dans une époque comme celle où on reculottait les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, et ça à la chapelle Sixtine. Donc, on est tous responsables de cette époque, et j'espère que chacun et chacune essaye de faire ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent et changent. Cette œuvre, pour moi, est donc une demande de liberté d'expression et de montrer le corps. Alors maintenant, je vais vous montrer un panorama pratiquement de toutes mes œuvres, pas de toutes mes œuvres, bien sûr, il y en a trop, on ne peut pas montrer tout. Je disais que je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Écrire en capitale, pour moi, est vraiment très très important, parce que c'est vraiment comme l'écriture inclusive. C'est faire que le masculin ne gagne pas tout le temps et que les femmes apparaissent, ne restent pas dans l'ombre. Donc moi, en tant que femme artiste, quand j'écris mon nom, je veux que ça me ressemble. Je suis quelqu'un qui parle haut et fort, qui essaie de dire des choses importantes pour mon époque. Donc effectivement, pour moi, que mon nom fasse image, c'est vraiment très important. Autre chose qui est vraiment très importante pour moi, c'est que je suis une artiste qui n'est pas assujettie à un matériau, à une pratique artistique. Et ça, c'est vraiment, ou à une technologie, qu'elle soit ancienne ou actuelle. J'essaie donc de dire des choses importantes pour mon époque, et pour ce faire, j'interroge des phénomènes de société. Là, nous allons regarder des œuvres du début de mon œuvre, où je considérais le corps comme sculpture. Cette tentative de sortir du cadre que j'ai faite très jeune, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire toute ma vie. Et j'ai fait d'autres œuvres aussi qui s'appellent « Je déteste les règles » dans tous les sens du terme, et je les dérègle. Et donc c'est un petit peu aussi de la manière dont on peut lire mon travail. Dans cette série de corps sculptures, effectivement j'ai fait une œuvre par exemple qui est Orlan sans visage mais avec cul. Et voilà, donc c'était... Toutes mes œuvres sont aussi souvent un peu humoristiques. Ici, nous avons aussi un corps sculpture avec un corps qui est présenté d'une manière tout à fait différente. En fait, ce que j'essayais de dire et de faire, c'est une présentation de mon corps de femme, nue, mais avec des positions qui ne sont pas du tout les positions habituelles de la gestique féminine. Les positions que l'on voit dans beaucoup de magazines de photos faites par les hommes. Vous savez, avec des déhanchements, avec des petits trucs, avec des épaulements, avec des gestes toujours stéréotypés, des lumières, etc. Des gestes de séduction féminine appris, contrôlés. Voilà une autre présentation de ce corps sculpture. Et cette œuvre-là est très très importante, accouche d'elle-même à IME, parce qu'effectivement, il est question de l'accouchement, mais lieu d'accoucher d'un bébé, et vous verrez que j'ai des vidéos qui disent no baby no, no baby no, j'accouche, on pourrait dire, d'une sculpture qui est ni homme ni femme, qui en même temps représente l'autre, représente l'altérité, et qui effectivement sort de mon corps et de mon sexe sans être
un bébé, sans être un être humain. Donc plutôt du côté, effectivement, de l'œuvre d'art. Striptease occasionnel à l'aide du drap du trousseau, c'est une œuvre aussi extrêmement importante parce que je pense qu'il y a des gens peut-être de ma génération, à cette époque-là, en fait, les mères donnaient à la fille une dot dans laquelle il y avait des draps. Et bien sûr, ma mère m'a donné cela et voulait que je les brode, voulait que je les fasse des jours et que je me prépare pour le grand jour, le jour du mariage. Et donc, moi, j'ai fait tout autre chose avec ces draps. Là, on voit que je me suis déguisé et petit à petit déshabillé pour citer, en fait, la naissance de Vénus de Botticelli, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, parce que Botticelli a fait avec des pinceaux ce que l'on fait maintenant avec Photoshop, c'est-à-dire que l'on enlève les poils, les pores, les rides, on lisse toute la peau pour qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas de défaut d'aucune sorte, de bouton, de verrues, etc. Et puis on l'allonge. C'est ce qu'il a fait dans beaucoup de ses œuvres, on le verra plus tard. Et donc, ces draps m'ont servi à faire de beaux drapés. Je me suis beaucoup intéressé dans ma vie aux drapés baroques. Et à un moment, dans cette œuvre, je cite donc Botticelli, mais ensuite, il y a un tas de draps qui est comme on pourrait dire une chrysalide, dont on ne sait pas quel corps va naître. Donc c'est une œuvre en même temps très prémonitoire par rapport à tout ce que j'ai fait ensuite. Là aussi, dans ces plaisirs brodés, j'ai travaillé en emportant ces draps chez mes amants et je leur ai demandé d'éjaculer à des endroits précis du drap. Et ensuite, je les ai repérés à l'aide d'un lavis, donc d'encre et d'eau. Et vous savez que l'encre et l'eau ne prennent pas... 2 secondes, excusez-moi, j'ai vraiment trop chaud. L'encre et le lavis ne prennent pas sur le sperme. Vous pouvez en faire l'expérience. Et donc, une fois que les taches de sperme étaient repérées, j'ai mis un tambourin de couturière que donc me tendait ma mère. Et ensuite, j'ai fait des sortes de performances où, avec un fil énorme, noir, et une aiguille énorme, j'étais censé broder ces draps, mais je les brodais en regardant le public ou avec un bandeau sur les yeux. Donc vous voyez quel type de broderie cela pouvait faire. Ce n'étaient pas des broderies appréciées donc par la mère. Panoplie d'une fille bonne à marier, en fait, moi je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui faisait qu'une femme devait absolument se marier avec un certain costume, etc. Et avait bien sûr le rôle de femme à foyer. C'est pour cela que l'on voit des carrelages, ce triptyque est en carrelage. Et je me suis toujours soucié en fait de l'interactivité du public, de la participation du public. Et là, effectivement, il était possible d'habiller et de déshabiller le personnage central, qui était une photo de moi, agrandie, collée sur bois et détourée. Je crois, et je pense que c'est la vérité, je suis la première artiste à avoir justement tiré des photos de mon corps grandeur nature, collées sur bois et détourées. C'est-à-dire que j'ai essayé de les faire sortir de l'aplat de la photo et leur redonner leur volume, ou de leur redonner un volume, pour que tout à coup, ils prennent vraiment de la place dans l'espace et une place différente de celle de la photo. Ici aussi, tête à claque, jeu de massacre,
est une œuvre où on a à la main des sortes de grosses boules en tissu, et on peut les jeter sur ces têtes à claques, et la tête tombe en faisant un bruit et se relève en faisant un bruit. Je pense que tout le monde, ou presque, a vu cela dans des foires. C'était à une époque très apprécié. Là, c'est une œuvre plus difficile à photographier parce que il y a d'un côté de ces bouts de bois, de ces rectangles de bois, d'un côté une femme nue et en noir et blanc qui tire la langue, et de l'autre côté une madone, une vierge blanche très très bien drapée, comme j'en ai fait beaucoup et en couleur. Et donc le public, avec des gants, peut faire tourner ces planches et donc déconstruire et reconstruire complètement la photo. Et il y a des entre-deux comme celui-ci, par exemple, qui sont vraiment intéressants visuellement comme des constructions. Se vendre sur les marchés en petits morceaux, j'ai fait ça d'abord à Caldas d'Arina, toujours avec des photos de moi collées sur bois et détourées. Et donc là, je vendais mon bras, mon sein, mes yeux, etc. Il y avait un prix, et surtout, il y avait une pancarte qui disait « Est-ce que mon corps m'appartient réellement ?» Et je pense que la réponse est non. Et ensuite, il y avait le prix pour chacune des parties de mon corps, et garantie pur Orlan, sans colorant ni conservateur. Vous voyez, même à l'époque, eh bien, j'étais déjà très écolo. S'habiller de sa propre nudité est une pièce intéressante parce qu'elle a été reprise par beaucoup, puisqu'on a vu après ça, longtemps après ça, des t-shirts de buste, de femmes ou d'hommes, avec un corps photographié. Et là, en fait, et que Jean-Paul Gaultier, que j'aime beaucoup au demeurant, a fait des séries de robes où effectivement on voit un corps nu ou esquissé, en tout cas sans costume. Donc là, j'étais au Portugal et j'essayais aussi de pousser les limites de la loi qui mettait effectivement, beaucoup de flics ont essayé de m'arrêter pour me mettre une contravention pour exhibitionniste. Mais en fait, ils n'y arrivaient pas parce que j'étais habillé de la tête aux pieds, bien qu'effectivement j'étais habillé de ma propre nudité avec une robe en toile photographique me représentant nu. Mais comme j'avais pris la précaution d'avoir ce sac et d'avoir mis mes papiers dans ce sac, mon passeport, etc., il n'y avait aucune possibilité de m'arrêter, en fait. Ça se passait au Grand Palais, et c'était pas un baiser, un bisou, un truc enfantin, c'était vraiment un French kiss. Et c'était normal, c'était avec la langue, puisque ça se passait au Grand Palais lors de la foire internationale d'art contemporain. Et cette œuvre, pour moi, illustrait un texte que j'avais écrit, qui s'appelle « Face à une société de maires et de marchands ». Et la première ligne était au pied de la croix, Marie et Marie-Madeleine, deux stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme. Et donc, il y a eu énormément de succès, à tel point que la FIAC, qui était abonnée à l'Argus Press, l'Argus Press ne notait plus, ne classait plus à FIAC, mais à baiser de l'artiste. Et donc tout de suite après, j'ai fait énormément de télévision, énormément de grands scandales, puisque vous êtes dans la problématique du scandale. Et j'ai été viré de mon école par l'intermédiaire d'un télégramme, ce qui était complètement illégal. Et ce télégramme disait «
ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur. Tous tes cours sont suspendus. Nous aviserons pour ton compte. Et donc, mes étudiants ont été fantastiques parce qu'ils ont essayé que je sois récupéré dans cette école, mais je ne l'ai jamais été. Donc, il s'en est suivi, en fait, vraiment un temps terrible où mon atelier, on a mis les scellés. C'est une œuvre qui tourne dans le monde entier et qui était pratiquement dans toutes les encyclopédies sur l'art. C'était une performance, l'obligation était de rester qu'une seule minute. Et donc j'ai revêtu à nouveau cette robe en toile photographique me représentant nu. Et j'avais découpé le pubis. Donc au début de mon intervention, j'enlevais la photo de représentation du pubis. Dessous, il y avait mes poils. Je les avais d'abord coupés et recollés à la colle à postiche. Et j'avais de l'autre main une palette, on leur pourrait dire une palette malade. Et donc, je prenais une touffe et je le recollais sur la palette malade. Parce que, en fait, j'étais devant un des innombrables tableaux où on voit des femmes à poil, sans poils, où les poils ont été estompés. Donc c'était vraiment quelque chose comme une espèce de revendication par rapport à ces œuvres. J'ai fait beaucoup d'œuvres avec les tableaux vivants où je suis allé voir comment les peintres avaient mis le corps de la femme. Et là, vous savez que la grande odalisque a une vertèbre de plus, en tout cas celle qui est peinte, parce que pour prendre cette position, sans une vertèbre de plus, c'est extrêmement difficile. Mesurage, c'est une... j'ai pris le corps comme une unité de mesure. Et là, une des premières que j'ai faites, de mesurer des espaces avec mon corps, et en particulier des musées, et aussi des rues. Là, c'est au Vatican. Alors le Vatican a tout de suite voulu, les gardes ont tout de suite voulu m'arrêter. Et j'ai dit, non, vous ne pouvez pas m'arrêter, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire ça, parce que c'est un vœu. C'est un vœu, et j'ai fait le vœu de m'allonger au sol, puis de me mettre à quatre pattes, puis de mettre un trait derrière ma tête, et de mesurer le nombre de fois que j'étais contenu entre les colonnes de Saint-Pierre. Et alors, ils m'ont laissé faire. Parfois, le mensonge sert à quelque chose. Alors, là, j'ai fait toujours ce mesurage, mais dans des versions très différentes. Par exemple, là, je me faisais déposer dans la gueule des engins qui avaient cassé, complètement démoli une place à Liège sans aucun projet de reconstruction. Et donc j'ai mesuré cette place. Je voulais la mesurer pendant 8 jours, mais en fait, au bout du 3e jour, eh bien là, on est venu m'arrêter. Ah, il n'y a pas les photos? Non, il n'y a pas la photo où on vient m'arrêter. Bon, mais tant pis. Vous l'imaginez, hein, les flics étaient là. J'ai fait aussi cette performance au Guggenheim et dans beaucoup de musées, dont au Centre Georges Pompidou. On va en voir au MUCA. Là, c'était au musée Andy Warhol à Pittsburgh. Où donc toujours, j'enfile une robe en toile photographique. Je compte le nombre de fois que je suis dans l'espace avec des témoins comme ceux-ci. Donc là, vous voyez Yann Fabre et mon amie Marina Abramovic, mais aussi Guillaume Belge, qui est aussi un grand artiste, et des directeurs du musée. Alors, j'ai énormément travaillé sur le baroque, parce que vous savez qu'on a dit que le baroque était le monstre du classique. Et comme on avait dit aussi que les femmes étaient le monstre de l'homme,
j'ai voulu interroger tous ces monstres. Et donc j'ai fait beaucoup d'œuvres à partir de ce que m'a appris le baroque. Le baroque m'a beaucoup appris. J'ai gardé surtout en tête une chose qui me paraît extrêmement importante. C'est là, par exemple, vous voyez que nous sommes dans le « et ». Alors, je m'explique. La culture judéo-chrétienne nous demande toujours de diaboliser des parties et de choisir entre le bien ou le mal. Et là, effectivement, on voit très bien dans cette œuvre, mais aussi dans l'œuvre dont Lacan a beaucoup parlé, la Sainte Thérèse du Bernin, qui est dans une extase extatique et érotique à cause de la flèche de l'ange. Et donc là, vous voyez que je suis en assomption sur des parpaings, donc des matériaux de construction, et mais que derrière moi, il y a des briques qui sont des briques en plastique et de couleur jaune. Donc c'est effectivement le vrai et le faux qui se rencontrent. Le vrai et le faux qui se rencontrent. Je suis en assomption aussi sur les images de mon temps, sur la vidéo, mais je cite les plis, les sculptures du Bernin. Donc là aussi, c'est deux époques qui se rencontrent. Donc pour moi, ça c'est vraiment très important. Et on voit que je manipule une croix blanche et une croix noire, qui est aussi la croix blanche et la croix noire, et non pas l'une contre l'autre. De la même manière, il y a là la Vierge blanche et la Vierge noire. Et au final, j'ai travaillé presque 10 ans sur la citation du baroque, les citations du baroque, et là j'ai mis les madones au garage à un certain moment, et je me sers du démonte pneu comme d'une croix. Le plan du film est aussi une œuvre que j'ai faite pendant très très longtemps. Je suis parti d'une phrase de Godard qui parlait d'un film de Becker en disant que c'est un film magistral et qu'il est en quelque sorte l'envers du cinéma. Et c'était pas l'envers au sens du scénario à l'envers, mais moi je l'ai pris au mot et j'ai fait des œuvres. Là on voit des caissons lumineux, mais j'ai beaucoup travaillé sur les affiches des années 50 que j'ai retravaillé aussi en Inde, les affiches de Bollywood. Ce sont des grandes affiches de 3 mètres par 2, peintes, et où en fait elles sont construites comme ces affiches-là en caissons lumineux. Il y a toujours les amis de l'époque, qui étaient mes stars, mes vedettes à moi, et puis un ou deux noms qui font croire que le film existe. Comme par exemple Sylvie Testu, mais là on a Jean-Claude Dreyfus, on a Jean-François Bouvet, qui tous font partie du domaine du cinéma. Catharsis, nous avons David Cronenberg, et je ne sais plus s'il y en a d'autres, qui font aussi croire que le film existe. Et j'ai recyclé des photos, en fait, de mes œuvres. Alors, j'ai en fait non seulement les affiches de cinéma, mais j'ai fait le trailer, j'ai fait la bande-son du film qui n'existe pas, et je l'ai fait exister uniquement à travers la publicité que l'on fait au film une fois qu'il est fait. Et là, par exemple, c'était à la Fondation Cartier. J'ai fait venir de vrais directeurs de cinéma, de vrais réalisateurs, des acteurs aussi, et on projetait mes affiches, et chacun racontait son histoire à propos de ce film qui n'existe pas, en parlant et à la fois du tournage, à la fois de son rapport avec les autres acteurs et les réalisateurs. Ici, on voit les affiches de cinéma peintes de 3 mètres par 2,
Et vous voyez que là, je reparle du baiser de l'artiste, tout en mettant par exemple des gens comme Philippe Bouvard pour faire croire que le film existe. Là aussi, j'ai travaillé de la même manière. Et je passe aux self-fibrillations qui sont là un entre-deux, où j'ai fait hurler la Vénus avec moi qui hurle, donc j'ai juxtaposé, j'ai mélangé, en fait une image de moi en train de hurler, et la Vénus de Botticelli, et j'imagine qu'elle hurle avec moi contre les stéréotypes et les modèles de beauté. Les opérations chirurgicales performance aussi ont fait vraiment très très grand scandale. En fait, moi, mon idée était de travailler sur un phénomène de société qui est la chirurgie esthétique. Et bien sûr, de parler de tous les stéréotypes et de tous les modèles qu'on nous propose ou qu'on nous impose à travers la chirurgie esthétique. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, je suis contre la normalité et ce que ça fabrique. Mais si on veut se faire un autoportrait grâce à la chirurgie esthétique, je ne suis pas contre. Ou je ne suis pas du tout contre qu'une femme ou un homme vieillissant, tout à coup, se fasse opérer. Parce que si les mêmes personnes avaient un mur dans leur appartement dont la peinture tombe ou le plâtre, il n'y aurait aucune question problématique. Tout de suite, on restaurerait le mur, et c'est normal de le restaurer, parce que par exemple, en vieillissant, vous avez souvent les paupières du haut qui descendent sur les yeux, donc on ne voit plus les yeux, et petit à petit, en vieillissant, les yeux ne voient plus. Donc, se faire remonter la paupière, c'est vraiment un des atouts de notre temps, et il n'y a aucune raison de s'en priver et d'être mal à cause d'un problème corporel dû à la nature qui n'est pas que bonne. Donc là, vous voyez que dans mes opérations chirurgicales, il y avait aussi derrière mes œuvres. Il y a un mélange de mes œuvres, mais aussi j'ai costumé, là avec Paco Rabanne, il y a eu aussi Miyake, il y a eu aussi des costumes que j'ai faits ou que l'un de vous a fait, donc pour changer complètement l'esthétique du bloc opératoire. En fait, aussi ce que je dois vous dire, c'est que vous voyez, je lis un livre, je lis La robe d'Eugénie Lemoine-Luciani, qui est une psychanalyste lacanienne, qui est morte, et qui a écrit un livre, La robe, dans lequel j'ai un très grand chapitre sur mon œuvre et sur les draps du trousseau. Mais là, le texte qui m'a donné en fait l'envie de faire ces opérations chirurgicales est un texte que Eugénie Lemoine-Luciani a écrit. Donc, elle dit par exemple, on a une peau de crocodile, mais en fait, on est comme petit toutou. On a une peau de chacal et on est, je ne sais pas qui, enfin autre chose. Donc elle dit qu'on n'est jamais ce que l'on a. Et donc, effectivement, l'idée est de s'émanciper et de se faire sa carte de visite. Donc vous voyez, le bloc opératoire était complètement transformé. Il y avait la naissance de Vénus de Botticelli à côté de moi. Pendant toute l'opération, je lisais des livres. Et c'était vraiment le bordel dans le bloc opératoire. Hein. Vous voyez, je faisais des gestes en inadéquation totale avec ce que l'on voit habituellement dans les blocs opératoires. Là encore, on voit une de mes affiches de cinéma. Là, c'est une autre opération chirurgicale parce que toutes les opérations ont eu un style très différent. Parfois high-tech, parfois carnavalesque, parfois, toutes les fois, vraiment très différent. Mais cette 7e opération, je l'ai faite à New York avec une chirurgienne féministe et on a pu faire quelque chose de très novateur, de très différent des autres opérations parce que dans les autres opérations, les chirurgiens qui étaient des hommes
voulait me laisser me rendre encore plus, on pourrait dire, mignonne. Et donc, moi, je voulais détourner la chirurgie esthétique de ses habitudes, de ses améliorations, et utiliser la chirurgie esthétique techniquement, mais en faire complètement autre chose. C'est-à-dire faire une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire de la laideur, au contraire de la monstruosité, au contraire de l'indésirabilité. Et en fait, ça a très bien marché au départ, hein, parce que effectivement, tout le monde a dit les mêmes choses horribles qu'on a dites pour les impressionnistes. Parce que bien sûr, le grand public, mais aussi le public du monde de l'art, s'il n'est pas habitué à voir quelque chose, eh bien, il le rejette d'emblée, dès le départ, parce que simplement, il ne le connaît pas. Il y a une espèce de frilosité. Et donc, ce qui était important au départ, c'était effectivement ce refus, ce rejet. On a dit par exemple que les impressionnistes faisaient des choses tellement laides que si on amenait une femme enceinte, elle allait accoucher tout de suite, tellement c'était laid. On a dit qu'ils étaient fous, on a dit que j'étais folle, on a dit donc que j'étais laide, etc., etc. Et tout ce qu'on a dit de ridicule et d'abominable sur les impressionnistes, on l'a dit sur moi que c'était pas de l'art, etc. Et puis, depuis un certain nombre d'années maintenant, souvent il y a des gens qui me disent « Oh Orlan, comme tu es belle !» Tu as mal regardé. Alors là, tu as mal regardé, hein, tu as vraiment mal regardé. On regarde, j'ai 2 bosses. Et on me dit, oh, ça te va très bien. Donc, là, vraiment, moi, je savoure, parce que c'est ce que j'ai voulu démontrer. J'ai voulu démontrer que la beauté n'était en fait qu'un dictat de l'idéologie dominante en un point donné géographique et historique. Alors, retenez bien ça, et je vais vous donner ensuite des exemples post-opératoires qui traduisent exactement ce que je viens de vous dire. Donc là, on voit aussi, contrairement à ce qui a été dit dans les journaux, que je ne suis pas la plus grande masochiste du monde, parce que, en fait, le premier deal avec le chirurgien était pas de douleur. Et effectivement, dans le bloc opératoire, c'est comme chez le dentiste. On fait une piqûre, on fait une grimace, et après, on n'a que des sensations étranges, bizarres, etc. Pour moi, la douleur est vraiment anachronique. On peut presque, pas toutes les douleurs, mais les cacher en tout cas par des médicaments. Donc là, on voit bien que j'ai le corps ouvert et que je suis en train de sourire et de parler avec ma chirurgienne par satellite, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas la webcam, et donc beaucoup de gens, particulièrement les jeunes, ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. À cette époque-là, il fallait louer un réseau satellite, c'était cher, il fallait attendre, et ça ne marchait pas à tous les coups. Mais on a transmis ces opérations chirurgicales au centre Georges Pompidou, dans beaucoup de points dans le monde, et ça, c'était vraiment extrêmement important. Pendant l'opération, je faisais avec mes doigts et mon sang des autoportraits avec ce sang. Je faisais aussi ce qu'on pourrait appeler, donc, et ce que j'ai appelé des sensuaires, avec les gaz médicaux imprégnés de sang que j'ai fait sécher et sur lequel je mettais des photos de mon visage pendant l'opération chirurgicale. J'ai aussi fait des œuvres comme celle-ci qui sont en fait, on le voit mal sur cette photo, ce sont des reliquaires très épais en verre anti-effraction
et dans lequel était gravé le texte. Et autour, il y avait un cadre de métal dans un signe comme ça d'inviolabilité. Et au milieu, il y avait, il y a que celle-ci, il y avait en fait des milligrammes de ma chair, de ma graisse, qui étaient au milieu. Donc l'idée, c'était de retourner la formule qui dit le verbe devient chair et la chair devient verbe. Moi, j'ai essayé de faire, voilà. J'ai essayé de retourner le principe chrétien. Donc ça, c'était important qu'il y ait à la fois le texte et la chair. Et ce texte m'a servi de structure pour une de mes opérations chirurgicales. C'est un texte de Michel Serres, qui est dans son livre Laïcité, et c'est la préface. Pour ceux qui ont vu mes films hier, il y en a un qui se rapporte complètement à cela. Je continue. En fait, il y a beaucoup de reliquaires et dans des langues différentes. Je l'ai fait en arabe, en hébreu, en plein de langues différentes, en allemand, etc. Alors, ça, c'est après les opérations chirurgicales, en tout cas faites à New York, où là, on me voit en Issey Miyake, et surtout, on me voit dans ma chambre d'hôtel qui me sponsorisait le Millennium, et qui était en fait avec des vitres du sol au plafond, et qui était d'un côté, on voyait les Twin Towers, qui maintenant n'existent plus, et de l'autre côté, on voyait ce paysage-là, où j'ai posé avec des narcisses. Et mes yeux complètement abîmés, bleus, donc c'était une pose aussi avec que de la distance et avec de l'humour. Alors, ces pièces omniprésentes dont toutes mes performances ont toujours servi à faire des œuvres, et des œuvres parfois tout à fait autonomes, par exemple comme les reliquaires, qui n'ont rien à voir visuellement avec un constat de mes opérations chirurgicales. Et là, cette pièce a été montrée au Centre Georges Pompidou, et actuellement, comme ils l'ont achetée, elle est exposée aussi au Centre Georges Pompidou à l'heure actuelle. En fait, c'est une mise en quarantaine, on pourrait dire, d'un corps malade. Dans la galerie Sandra Guérin, qui m'exposait en même temps que je faisais l'opération, en fait, chaque jour, je venais mettre la photo du jour, qui était une photo non maquillée, brute. Et à la fin, en fait, la dernière photo était une photo, au contraire, maquillée, coiffée, et c'était comme un avant et un après, mais après 40 jours. Et en bas, il y avait des photos faites par ordinateur et un logiciel de morphing. Et c'est pour cela souvent qu'on confond, qu'on dit que j'ai voulu ressembler à Mona Lisa, quand j'ai vu ressembler à la Vénus de Botticelli ou à je ne sais qui, parce que en fait j'ai travaillé dans cette œuvre-là, plastique, avec des référents de l'histoire de l'art. Mais là, en fait, bien sûr, je n'ai jamais voulu ressembler à qui que ce soit de l'histoire de l'art. J'ai voulu ressembler à moi-même, en tout cas refabriquée, repensée, reconstruite, resculptée. Alors, on peut considérer mon œuvre en 3 parties. La première, je me suis intéressé, avec une distance critique, à ma culture occidentale judéo-chrétienne. Et j'ai fait beaucoup d'œuvres là-dessus. Puis, il y a cette période charnière qui est effectivement les opérations chirurgicales que nous venons de voir, où je remets en question mon identité, où je remets en question mon apparence. En fait, je dois dire que je suis pour les identités nomades, mutantes, mouvantes, et certainement pas les identités fixes, qui vraiment sont très problématiques et nous font faire vraiment souvent des bêtises et des attitudes tout à fait monolithiques. Donc, dans cette 3e partie, j'ai voulu utiliser donc mon nouveau visage avec ses bosses et
les inclure dans des référents de cultures autres, pour sortir en fait de mon ethnocentrisme. Et effectivement, vous pouvez voir une de ces œuvres au musée du Nouveau Monde à l'heure actuelle. Et donc là, j'ai travaillé à partir des précolombiens, et là, c'est le roi Pacal. Alors, on dit que le nez était postiche, parce qu'effectivement, c'est très difficile d'avoir un nez qui part du haut du front. Et dans cette civilisation, plus on avait un grand nez, plus on était désigné comme un homme fort, viril, qui pouvait avoir du pouvoir et dominer. Là, les yeux qui convergent étaient fabriqués. On mettait une boule de terre entre les deux yeux du bébé, ou bien un cori, un coquillage qui pendait du chapeau. Et donc l'enfant regardait ça sans arrêt. Donc au final, les yeux convergeaient, c'était jugé comme extrêmement beau. Là aussi, ça c'est une œuvre aussi qui est au Centre Georges Pompidou. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié comme modification corporelle, parce qu'elle était à la portée de tout le monde, de toutes les bourses, c'était pas pour les pauvres ou pour les riches, et c'était vraiment... tout le monde faisait ça à tous les échelons et classes sociales. En fait, plus on avait un crâne haut, plus c'était jugé beau, et plus on était proche de Dieu, des dieux. Et donc là, en fait, c'est très simple à faire. Hein. Vous pouvez en faire l'expérience si vous avez un bébé actuellement sous la main. Vous mettez des bandelettes de tissu, vous serrez pas trop fort, mais vous serrez un petit peu. Et donc, quand la fontanelle est soudée, eh bien, le crâne a pris une position tout à fait autre, tout à fait différente. Donc, il y a toujours eu un désir de maîtriser la nature, d'en faire autre chose, de modifier le corps, de ne pas l'accepter forcément tel qu'il est. Alors, en voilà d'autres. Alors là, oui, moi j'ai beaucoup voyagé en Afrique et au Mexique et à plein d'autres endroits. Ce qui était très important pour moi dans ces hybridations, c'est effectivement le titre, où moi je me comparais à une femme d'une tribu, visage de femme euro-parisienne. Donc c'était aussi humoristique. Donc là on voit les femmes endeblées avec des coups de girafe. Là on en voit d'autres comme cela. J'ai travaillé à partir, dans cette série, des photos ethnographiques, les premières photos où on allait photographier l'autre. Ça m'a beaucoup intéressé, et ce sont des très très belles œuvres, ces masques. Et là, il y en a une autre, à double face, aussi, qui est intéressante, puisqu'il y a une blanche et une noire, tels mes cheveux. Et d'ailleurs, pour le vernissage de cette exposition, c'est là où je me suis présenté avec des cheveux blancs et noirs, alors qu'avant ils étaient jaunes et verts et bleus et rouges et de toute autre couleur. Voilà encore un cimier ancien qui est très beau. Et là, alors c'est celle qui vous démontre ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez cette femme comme elle est sûre de sa séduction. Comme elle se sent mais vraiment rayonnante, parce qu'elle a un énorme labret. Et pour elle, c'était la sécurité totale, parce que dans sa tribu, à cette époque-là, historiquement et géographiquement, c'était les femmes qui avaient les plus grands labrets qui faisaient le plus se bander les hommes. C'est comme ici un peu les loups-boutins, vous savez, plus on a des talons très hauts, plus c'est soi-disant séduisant. Là, effectivement, si vous faisiez mettre des labrets à l'heure actuelle, eh bien vous seriez immédiatement indésirable,
et vous seriez monstrueux et monstrueuse. Il ne serait plus question du tout de séduction. Alors, là, c'est très important cette suite d'Américaines indiennes, mais bien sûr, les Américains indiens seraient peut-être pas du tout heureux de ces œuvres, parce que, bien sûr, il n'était pas question qu'une femme soit chef, F-E. Il n'était pas question qu'une femme porte les bijoux du chef, qui étaient des bijoux, la plupart du temps, avec des griffes d'ours, qui étaient extrêmement tabous. Les femmes n'avaient même pas le droit d'y toucher. Donc, vous voyez combien les choses changent. À l'heure actuelle, un homme qui a un collier, ça paraît bizarre, hein, c'est étrange. Alors que, effectivement, à cette époque-là, c'était absolument normal pour tous les personnalités riches, voilà. Je vous les montre rapidement. Malheureusement, il y avait celle qui est au musée, non, je ne crois pas. Donc, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Là, par exemple, j'ai cultivé mes cellules avec d'abord une biopsie pour effectivement prendre un petit pot de peau et de cellules. Et ensuite, donc vous voyez que là aussi, je lis pendant l'opération et le texte de Michel Serres, et j'ai fait des œuvres de cette sorte. Donc c'est une installation, on la voit mal, parce qu'elle est très difficile à photographier, mais tous les triangles derrière le manteau d'Arlequin sont faits en vidéo, donc on voit des cellules qui bougent, et puis dans les pétris, il y a les cellules mortes, et la tête de l'Arlequin est faite avec un bioréacteur que j'ai dessiné, que j'ai fait réaliser, et dans lequel on voit ce liquide rouge, qui est le liquide normal pour nourrir les cellules. Et c'est effectivement très compliqué de pouvoir faire vivre des cellules dans ce bioréacteur, et il faut toute une équipe médicale d'un laboratoire pour que ça puisse se faire. Donc, vous voyez combien mon travail est diversifié, et c'est vrai que quand on dit que je suis une artiste de la performance, je suis souvent très en colère parce que je suis une artiste tout court. Simplement, toutes mes performances, dans la mesure où j'ai travaillé avec le corps et pour dire des choses sur le corps importantes, on fait scandale et on fait des gros titres de journaux et des émissions de télé. Alors qu'effectivement, vous le verrez probablement plus loin, quand je fais des sculptures, eh bien, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir des gros titres. Donc je continue. J'ai aussi travaillé avec un Orlan Corps de livres, par exemple au Getty Research Institute, où j'étais invitée comme artiste chercheuse. Et donc là, j'ai demandé à tous les chercheurs qui étaient avec moi dans cette session de me fournir le livre qui avait le plus compté pour eux dans leur professionnellement, qui leur avait ouvert les yeux et qui avait été le plus important. Et ensuite, je les ai mis donc à l'entrée du Getty Research Institute. Je me suis allongé, j'ai pris l'exacte dimension de mon corps en corpus de livres, et ensuite je les ai lus en continu, non seulement lus, mais bien sûr annotés, colorés, etc. Alors, No Comment, ça c'est effectivement par rapport au phénomène de société qu'est le football. Alors, moi vraiment, le football, j'ai voulu étudier ce harcèlement, qui est complètement dingue, quoi. Moi, je monte dans un taxi, il y a le football à fond la caisse. Je dis, vous n'aimez pas la musique? On ne me répond même pas. Je vais dans un bar, il y a le football. Je vais dans ma chambre d'hôtel, je mets la télé, il y a le football. Je vais dans ma famille, j'y vais une fois par an, parfois deux. Eh bien, ils m'aiment beaucoup.
Mais s'il y a le football à la télé, je suis transparente. Je n'existe pas, on ne me voit pas. Il y a le football. Et ça s'étend non seulement au football, mais aussi les Jeux Olympiques qui ont été très réussis et qui ont permis de montrer des corps autres, des corps handicapés ou des corps trans, etc. Mais tout de même, moi j'ai été époustouflé, incroyablement sidéré. Tout le monde était devant le foot, ne parlait plus que de foot ou que de Jeux Olympiques, alors qu'en fait il y avait des guerres et des choses abominables qui se passaient dans le monde de partout. C'était vraiment, ça a été très instrumentalisé. Et effectivement, tous les gouvernements se servent à la fois du football et de la religion pour détourner le regard de ce qui se passe vraiment dans notre société. Là, donc, j'ai sacralisé un ballon de football que j'avais fait imprimer avec le Cantique des Cantiques. Parmi les phrases les plus érotiques du Cantique des Cantiques. Et là, j'ai fait des installations avec une centaine de ballons et des images de foot que j'ai projetées sur une croix faite comme en châssis et qui donne l'illusion que ce sont des écrans de télé les uns sur les autres. Et en fait, j'ai voulu dire que c'était devenu une sorte de religion avec des rituels, et beaucoup de temps passé à faire ça et à ne faire que ça et à ne penser qu'à ça. Et bien sûr, quand on s'entraîne sportivement, et bien pendant ce temps-là, on ne lit pas, on n'écrit pas, on ne voit pas de film, on voit que ça. Donc ça fait écran total. Et là, ce qui était important dans cette installation, c'était la bande-son de la vidéo. La bande-son, je l'ai fabriquée avec Match et Metz. Donc, en fait, toute la bande-son est entre rumeur et clameur. Voilà donc une chose que j'ai faite. Là, j'ai travaillé avec des atomes de coltan. Vous voyez ce qui est en fibre optique en rouge. Si vous regardez sur Internet, le coltan, c'est un minerai non renouvelable qui coûte très cher, qui est très difficile à extraire et dont on a besoin pour tous nos ordinateurs et pour tous nos portables. Et en fait, il y a des mines, en particulier en République africaine centrale, et donc c'est vraiment abominable parce que les tribus se font la guerre pour ce minerai et les militaires font du troc avec des armes dans le monde entier. Donc j'ai voulu parler de la dangerosité du sol africain et pour ce faire, j'ai fait une sculpture avec le corps d'une femme africaine et mon corps hybridé, mixé. Mais il faut savoir que cette œuvre, en fait, a une programmation lumineuse tout à fait différente suivant le nombre de personnes qui sont dans la salle et où elles sont. Donc il faut imaginer la programmation lumineuse. Ici, j'ai fait pour l'abbaye de Montbuisson des sculptures de plis, des robes sans corps. Parce que dans cette abbaye qui était dédiée aux femmes, en fait, quand une femme, la plupart du temps, sans qu'elle accepte, sans son consentement, était mise dans cette abbaye, eh bien, elle n'avait plus de corps. Parce que, bien sûr, pas de péché de gourmandise, pas de péché sexuel, mais aussi, dès qu'elle prenait la robe, en fait, il y avait aussi la règle du silence. Elle ne devait plus parler. Donc, j'ai fait ces sculptures en hommage à elle, avec des robes qui sont des robes sans corps,
Mais si on regarde bien et qu'on a l'esprit bien placé, en fait, on peut voir dans les plis des choses comme une énorme vulve devant, des choses qui ont à voir avec le corps, qui sont sous la robe, dans la robe, avec la robe. Et effectivement, je les ai mis sur un podium comme si c'était un défilé de mode, parce que chaque robe a été faite sans moule, ça me paraissait très important, et donc tous les plis ont été travaillés différemment, et donc toutes les robes sont légèrement différentes par rapport à la qualité et à la tension des plis. On a celle-ci, et que j'aime beaucoup. Ni technophile ni technophobe, donc j'ai travaillé moi avec le Minitel dès qu'il est apparu, et c'est l'ancêtre bien sûr de l'internet. J'ai travaillé en self-hybridation avec les masses de l'Opéra de Pékin, parce que vous savez qu'à l'Opéra de Pékin les femmes sont interdites, et c'est les hommes qui jouent le rôle des femmes et qui font les acrobaties. Et donc là j'ai fait des œuvres qui sont au départ donc des hybridations, mais si on le sait, eh bien on peut télécharger une application qui s'appelle Artivive, et tout à coup l'œuvre agit comme un QR code. Et on voit en fait en scannant, eh bien tout à coup sortent de l'œuvre, comme j'ai voulu sortir du cadre, là j'ai voulu sortir de l'œuvre, on me voit sortir de chaque œuvre, et chaque œuvre, il y a un avatar différent, qui est coloré différemment et qui fait des acrobaties différentes, et on peut se photographier avec cet avatar, et bien sûr, comme n'importe quel selfie, l'envoyer dans le monde entier. Là aussi, je vais passer très très vite parce que ça prendrait trop de temps. J'ai fait aussi des jeux vidéo parce que je voulais faire un jeu vidéo qui était tuer n'est pas jouer, jouer n'est pas tuer. Donc là, c'est le contraire. C'est la sculpture que vous avez vue tout à l'heure qui petit à petit redevient humaine en reconstruisant des œuvres qui ont été détruites. Et au final, le monde se reconstruit autour d'elle, un monde qui était en ruine complètement, et à la fin, quand suffisamment d'œuvres sont reconstruites et que le corps s'est reconstruit, et bien tout à coup, le monde se reconstruit. Là, j'ai voulu aussi considérer le phénomène de société qui est la robotique. Et j'ai voulu faire un robot qui me ressemblait quand j'avais cette coiffure, et avec des écrans. Ça a été montré donc au Grand Palais pendant Artistes et Robots. Et il y a un générateur de texte et un générateur de mouvement. Et dans le générateur de texte, le texte donc s'écrit au fur et à mesure sur les deux écrans qui sont à côté de moi, enfin à côté de l'orlanoïde, et immédiatement l'orlanoïde, sans délai, lit tous les textes avec ma voix. Et il y a aussi des œuvres qui sont vidéographiées, des performances qui apparaissent dans les deux écrans. Cette série est vraiment très très importante, donc vous avez eu le temps de lire le texte. Les femmes qui pleurent sont en colère. En fait, je suis parti à partir des peintures, des portraits de Picasso, qui a toujours peint Dora Maar en train de pleurer. Et je pense qu'il n'y avait pas des oignons qui la faisaient pleurer. Et donc, moi, au lieu de faire une hybridation comme je fais d'habitude, j'ai mis mes yeux exorbités, mes oreilles à l'envers, le nez de travers, le nez de travers, et bien sûr mes bosses, qui sont aussi un symbole de mon émancipation, et ma bouche grande ouverte, en train de hurler et montrant les dents, prête à mordre.
Et en fait, je ne fais pas le procès de Picasso ou de Dora Maar et des deux. Ce que j'essaye de dire, c'est à toutes les femmes qui se cachent derrière un homme, qui restent dans l'ombre, arrêtez de subir, arrêtez de pleurer, arrêtez, exprimez-vous, parlez haut et fort. Et bien sûr, ayez quelque chose à dire, donc instruisez-vous. Mais surtout, ne restez pas dans l'ombre. C'est vraiment quelque chose d'abominable de voir des femmes à notre époque qui encore parlent avec une petite voix comme ça, en regardant ses pieds. C'est horrible pour moi. Ou en faisant des gestes parasites, systématiques. C'est pour moi, c'est comme si ma vie n'avait servi à rien. Je me suis battu toute ma vie pour que les choses changent. Et bien sûr, les hommes doivent changer, mais aussi certaines femmes qui ont été vraiment trop formatées, trop mises dans le moule de ce que doit être une femme, donc de faire des bébés, de rester au foyer et de se tenir tranquille et de ne pas faire de l'ombre à l'homme avec lequel elles sont. Donc vraiment c'est quelque chose que j'ai fait pour dire cela, très haut et très fort. Donc là vous en avez d'autres. Alors ça c'est une série qui est très récente et qui n'est pas finie. Et en fait je mise sur une nouvelle vague de technologie qui serait une vague responsable, équitable. Une vague de technologie qui serait capable de reconstruire tout ce que les vagues de technologie ont détruit. Et c'est très important. Et donc là, en fait, on voit des robots qui me ressemblent aussi, mais qui sont fabriqués en matériaux recyclés et en matériaux recyclés ou en objets recyclés. Mais ce sont des robots qui sont en symbiose avec le monde vivant, avec les animaux, avec les humains, avec les végétaux, et qui prennent soin d'eux. Donc ils font attention à quelle technologie ils vont mettre en place, quelle innovation. Mais je suis contre la décroissance. Je pense que, bien sûr, triguer un peu, dépenser un peu moins d'eau et d'électricité, c'est pas mal. Mais ça ne sauvera pas, ça ne nous sauvera pas. Mais en tant qu'être humain, nous avons des capacités qui sont différentes de celles des animaux, bien qu'il y ait des animaux qui ont des capacités très fantastiques qu'on aimerait bien avoir, comme des zonards, comme il y a plein de... ou comme par exemple les lézards, on leur coupe la queue et elles repoussent tout de suite, on aimerait bien qu'on puisse nous couper la jambe et que ça repousse, etc. Donc, mais nous avons la capacité d'innover, de nous recréer et de fabriquer des choses avec des innovations, des inventions, des nouvelles technologies. Ça fait partie de nos gènes. Donc, s'en empêcher, ça serait vraiment comme se couper les bras et les jambes. Là, vous voyez le slow de l'artiste. Je vous recommande d'écouter cela. C'est sur toutes les plateformes, mais il existe aussi un vinyle qui se vend à la FNAC et un CD. En fait, là aussi, j'ai travaillé sur un phénomène de société qui est la distanciation physique à cause du Covid et du confinement. Et donc, j'ai voulu rapprocher les corps. D'autant plus que autour de moi, dans mes assistants, il y a des gens vraiment jeunes qui n'osent jamais danser le slow. Et c'est l'horreur, c'est terrible. On ne peut pas laisser des jeunes dans cet état. Je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose pour les jeunes. Et donc, je veux relancer le slow. Et si j'avais fait une performance ici, on aurait tous dansé le slow. Alors, j'ai écrit les textes, moi j'écris beaucoup. J'ai écrit par exemple mon autobiographie que j'ai signée hier, mais que je ne signe pas aujourd'hui, mais vous pouvez vous en procurer auprès de la librairie qui est venue, qui s'appelle Orlan, Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Et là vous saurez tout. Et donc j'écris beaucoup, et j'ai écrit des poèmes
qui sont devenus donc des textes de chansons. Je les ai donnés à des musiciens et musiciennes que j'ai choisis, des gens très 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 différents. Il y a des jeunes qui ont presque jamais rien fait, il y a des branchés qui passent à la télévision sans arrêt, il y a des trésors vivants comme Charlemagne Palestine, comme Jean-Claude Dreyfus et plein d'autres. Et mon ami Combas et son groupe Les Sans Pattes, etc. Et donc ils ont créé un slow le plus sensuel possible, le plus torride possible, et bien évidemment, moi j'ai rajouté dans ce slow ma voix. Donc il y a aussi ma voix dans chacun des slows, et pour le moment il y a 20 slows, mais je suis en train de faire avec un virtuose du Stradivarius un slow supplémentaire, un single. Voilà, donc j'ai une robe que m'a fait mon directeur de studio, qui est dans la mode, et que je prends toutes les fois où je danse le slow, et j'ai une cape, et cette cape me permet d'entourer les personnes avec lesquelles je danse le slow. J'ai présenté ça à l'Olympia, et aussi au Silencio. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais vite. Alors là, c'est la dernière chose que je vous montrerai, ou presque. Et pour moi, c'est vraiment très très important de dire mon admiration et ma sororité à des femmes de l'histoire qui ont soutenu les mêmes causes que moi et qui parfois en sont mortes, comme Olympe de Gouges par exemple, mais aussi des Iraniennes. Et le titre, c'est « Je t'autorise à être moi, je m'autorise à être toi », qui est une phrase d'un de mes slows. Parce que c'est en même temps une très grande déclaration d'amour. Ada Lovelace, pour moi, est vraiment très importante. En fait, c'est la première femme qui a fabriqué ce que l'on voit à droite en haut, une machine à programmer. Et c'est la première programmateuse au monde. Mais bien sûr, elle n'a pas eu le succès escompté. On a dit que c'était des hommes qui avaient inventé ça, alors que c'est elle. Et donc ça m'a permis ensuite de travailler avec le Minitel, de faire mon robot, etc. Parce que savoir programmer avec le 1 et le 0, eh bien, permet beaucoup de choses qui font partie de notre actualité. Alors, Olympe de Gouges, c'est à partir d'une aquarelle qui est au Louvre. Narges Mindimi, qui pour le moment croupit en prison en Iran et qui n'a pas pu venir chercher son prix Nobel. Marie Curie, qui a eu beaucoup de difficultés à faire passer ses inventions et à ce qu'on lui les attribue. Rosa Parks, que je peux hélas pas montrer, qui est quand même une des premières femmes africaines à avoir pas laissé sa place à une femme blanche qui voulait sa place. Agnès Varda, que j'ai beaucoup aimé, qui était un personnage absolument extraordinaire. Fadel Barakani, qui est vraiment une Iranienne, alors elle lui a laissé sa peau. En fait, elle a enlevé son voile, comme ces jours-ci, vous avez dû voir cette fille iranienne qui a enlevé son voile et qui s'est montrée en cible et en soutien-gorge, qui va certainement mourir. Là, effectivement, on l'a mis en prison et on lui a dit, il faut remettre ton voile. Elle n'a pas voulu. Et donc on a dit, on va te tuer. Et elle a dit, ce que j'ai mis et qu'on ne voit pas bien, sur le dôme de la mosquée, tu peux me tuer, ça n'a pas d'importance, mais vous empêcherez jamais l'émancipation féminine. Simone Veil, à qui on doit l'avortement, et qui vraiment, si vous regardez le film qui existe sur quand elle a prêché pour que l'avortement puisse être autorisé, on lui a dit des choses mais tellement abominables, mais tellement affreuses, je ne sais même pas comment elle a pu résister, quoi. Et bien sûr, c'était les hommes. Et alors là,
je vais vous montrer le tableau qui pour moi est le plus horrible qui soit. Bien sûr, c'est un tableau très bien peint, Courbet peint bien, mais c'est vraiment... Attendez, je vous le remets. Non, non, je voulais pas vous remettre ceci tout de suite. Voilà, donc pour moi c'est le tableau le plus horrible qui soit, parce qu'on a coupé la tête, les bras et les jambes de cette femme. C'est vraiment comme un serial killer qui est sadique. Et pour qu'il ne reste plus que le ventre et le sexe. Donc on est dit très littéralement ce que l'on fait aux femmes habituellement. Et donc moi, j'ai voulu faire avec un homme, voir ce qui se passait quand on lui coupait la tête, les bras et les jambes. Et je lui ai mis le même cadre qu'à Orsay, le même cadre qui entoure l'origine du monde. Et je voulais que ce soit un sexe à la portée de tout le monde, pas un sexe énorme à la Mapplethorpe. Je voulais que vraiment on voit ça. Alors c'est le moment de vous dire, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'hommes dans la salle, que je suis féministe. C'est parce que j'aimerais bien ne pas avoir à l'être. Ça me ferait un souci de moi, parce que j'ai tous les autres aussi. Mais c'est vraiment très important que je vous dise que j'aime les hommes. J'aime les hommes, j'aime beaucoup les hommes. Et les femmes. Mais pas n'importe quel homme. J'aime pas les hommes qui hurlent. J'aime pas les hommes qui harcèlent. J'aime pas les hommes qui commettent l'inceste. J'aime pas les hommes qui violent. J'aime pas les hommes qui tuent. Donc j'espère que dans cette salle, il y en a quelques-uns qui sont bien, qui sont des beaux êtres humains, qui font pas ça, qui font pas ces horreurs-là. Alors ceux-là, je les aime. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils s'unissent pas plus pour dire on est avec les femmes. On comprend votre combat et c'est vraiment important. Alors là, il y a encore un pas à faire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je crois. Je crois que je vous ai tout dit, presque. Voilà. Merci. Alors, il y a peut-être des questions. Merci beaucoup, Orlan. Alors, on est ravis que vous soyez venus, malgré les petits soucis techniques de départ, nous parler du scandale. Et avec votre œuvre, on voit que ces scandales dénoncent peut-être de plus grands scandales encore, qui sont ceux des normes qu'on nous impose. Et voilà, les injustices aussi, la condition féminine. Donc, quand on voit le procès là, actuellement en Avignon, c'est tellement abominable. Ouais. Ça, excusez-moi, je vous coupe, mais ça me fait penser que il y a pas très longtemps, en fait, les jeunes filles pensaient le combat féministe, c'est n'importe quoi, c'est has-been, c'était un combat des grands-mères ou de nos mères, mais là maintenant pour nous tout est réglé, il n'y a pas de problème. Et quand tout à coup elles voient quand même ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans beaucoup de pays, ce qui se passe en Afghanistan est tellement incroyable, abominable, atroce. Et quand on voit ce qui se passe chez nous, c'est terrible. Donc là, elles comprennent à nouveau qu'effectivement, que c'est encore et hélas vraiment un combat de notre temps et qu'il faut y aller, vraiment. Hommes et femmes. C'est bien qu'on peut se demander où est le véritable scandale. Et écoutez, en tout cas, merci beaucoup Orlan. On a été très très heureux que vous veniez nous voir à La Rochelle. Vous ayez ces 3 temps d'échange avec le public. Je vais vous laisser la parole au public si vous avez des questions. Voilà, à l'issue de cette conférence, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question sur l'œuvre que nous a montré Orlan? Est-ce qu'on peut allumer la salle? Est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît? Allumer les lumières? On ne peut pas plus... malheureusement, je crois qu'on ne va pas pouvoir être... Bon. En tout cas, est-ce que parmi vous, voilà, est-ce que quelqu'un souhaite
poser une question. Ah, attendez, je vais vous donner le micro. Pardon. Vous avez zappé Niki de Saint-Phal, ça pouvait... Je vous entends pas. Attendez. Levez la main, c'est pour poser la Attendez, je vais question. vous passer le Merci. micro. Pardon. Eliane, encore plus. Juste une petite question. J'ai eu la sensation que vous avez zappé Niki de Saint-Phal. Je ne vais pas zapper. Et vous croyez que je peux évoquer ici, à l'heure actuelle, toutes les femmes auxquelles j'ai envie de dire mon admiration ou de compatir? Et bien sûr, Niki de Saint-Phal est une figure importante et qui a été vraiment, qui a eu des abus sexuels terribles. Donc, bon, oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous, sur Niki de Saint-Phal? Si vous voulez la faire exister, faites-la exister. Je vous entends pas. Je n'aime que les femmes qui parlent haut et fort. Je vous entends pas. Pas de micro. Je voulais juste dire qu'en effet, elle était, pour moi, précurseur du féminisme et plus intéressante que MeToo, par exemple. Elle est absolument pas plus intéressante que MeToo. Je ne vais pas vous laisser dire des choses aussi horribles. MeToo, vous voulez fermer la porte aux femmes? Vous voulez leur fermer la gueule? Non, MeToo leur a donné la parole. Je ne veux pas leur donner je veux pas leur fermer la gueule, mais elles font beaucoup trop de bruit justement sans demander des ordres. Je vous entends pas. Je laisse tomber, mais excusez-moi. En tout cas, c'est absolument invraisemblable ce que vous venez de dire de MeToo. Je suis sidéré qu'une femme puisse dire ça. Effectivement, vous prenez exemple sur Catherine Millet qui a essayé de faire signer 100 femmes et qui a essayé de me faire signer un truc où il était dit que la permission d'être harcelé. Et vraiment, on dit qu'on va trop loin, mais on va pas assez loin. Vous vous rendez compte, ça fait des millénaires que ça dure. Ça fait des millénaires que les femmes n'osent même pas le dire, ce qui leur arrive. Et à l'heure actuelle, il y a encore 2 femmes qui meurent chaque jour sous les coups de leur mari. Vous pouvez dire des choses aussi horribles alors que MeToo a essayé de libérer la parole et que les femmes n'aient pas honte et que la honte change de camp. En fait, on ne cherche pas la guerre avec les hommes. C'est les hommes qui nous ont fait la guerre et qui continuent de nous la faire depuis des millénaires. Il faut que ça change. Et effectivement, MeToo a été vraiment fantastique, comme Balance ton porc, qui était absolument extraordinaire. C'est extrêmement important que des mouvements comme ceci se fassent. Je suis furieuse contre vous. Vous êtes vraiment furieuse. Parce que c'est avec des dires comme ça qu'effectivement, toutes les horreurs continuent. Ce qui est arrivé à cette femme qui s'est fait violer par je ne sais pas combien d'hommes, ça continue. Parce que ce qui se passe en Afghanistan, etc., continue. C'est à cause de personnes comme vous que ça continue. Je crois qu'on a une autre question. Madame aussi, vous vouliez poser une question? Oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire là jusqu'à présent sur le débat. Et je pense à votre travail, à vos propos. Et je pense aussi à Picasso, qui était un artiste que j'appréciais. Et j'avoue que depuis les quelques reportages que j'ai pu voir sur lui, sur sa vie, je ne le regarde plus du même œil. Et entre autres, je pense à un reportage de Françoise Gillot qui parlait de Picasso et des femmes qu'il a connues, dont il a été le compagnon, et comment il les traitait. C'est un homme qui est admiré, respecté. Quand on parle de Picasso, c'est comme un monstre sacré. Et moi, j'avoue que je suis très très gênée.
maintenant. Oui, et on est vraiment gêné aussi avec Depardieu, qui normalement Oui. représente la France. On est gêné par beaucoup d'hommes qui Oui. se sont permis des choses absolument mais incroyables, abominables, et qui continuent à se le permettre. Ouais. Parce que Donc heureusement qu'il y a MeToo et des mouvements comme cela pour essayer que les choses s'estompent. Et c'est pas demain, hein, parce que c'est tellement intégré, tellement intégré. Effectivement, la question se pose à l'heure actuelle, et c'est aussi, on pourrait dire, un phénomène de société. Est-ce qu'on doit continuer à montrer des œuvres d'hommes qui sont abominables, quoi? Mais là, par exemple, Picasso, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le démonter, il est de partout, et en plus, il vaut beaucoup de fric. Donc, il est indémontable, hein. Donc, mais effectivement, il a fait des œuvres absolument fantastiques. Donc, c'est très très difficile et très complexe d'avoir une attitude juste. Moi, dans l'histoire que j'ai faite, là, je n'ai pas essayé de faire le procès de Picasso, qui n'est pas là pour se défendre, ni de Dora Maar, qui aurait pu se tirer et qui ne s'est pas tiré. Mais parce qu'effectivement, c'est une autre époque, il n'a pas pu se défendre, il ne peut pas se défendre à l'heure actuelle, mais c'est abominable ce qu'il a fait. Quand on lit tout ce qu'il a fait à toutes les femmes avec lesquelles il a été, c'était immonde. Immonde. Je crois que madame aussi veut poser une question. Oui, permettez-moi, je voulais revenir à votre travail et savoir comment vous considérez votre corps. Est-ce que vous l'aimez parce que vous l'avez beaucoup fait souffrir? Ah, je ne l'ai pas fait souffrir, hein, moi. Non. Vous n'avez pas souffert en faisant vos performances? Non, pas du Jamais. tout. Je vous l'ai dit, c'est comme chez le dentiste. Qui me parlait? Je ne vois pas lever la main. Ah, merci. C'est comme chez le dentiste, il y a une piqûre, et après la piqûre d'anesthésique, il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus que, comme ce qu'on sent chez le dentiste, des choses bizarres, étranges. Vous n'avez jamais été dans la douleur? Non, parce que de toute manière, quand on souffre maintenant, il y a les médicaments. Hein, là, je viens de me faire mettre un genou en titane. Il y a de la morphine, il y a de la cortisone, il y a des anti-inflammatoires. Donc voilà, on peut les prendre. Hein. C'est comme pour accoucher, on peut accoucher en se faisant faire une péridurale. Et c'est assez amusant à l'heure actuelle. Combien il y a de femmes qui, parfois sous prétexte d'être écolo, disent oh ben je vais accoucher. Comme il y a des millions de femmes, des milliards de femmes qui ont accouché sans péridurale, et c'est pas de problème. Mais les mêmes qui iraient chez le dentiste, elles diraient pas au dentiste ah non, pas de piqûre, hein, vous m'arrachez la dent comme ça. Hein. Il y en a beaucoup d'autres qui ont eu une dent arrachée comme ça et qui sont très bien tirées, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, vous voyez, on nous a mis des choses dans la tête qui sont vraiment très ancrées et qui sont très bizarres par rapport à tout, donc par rapport à la douleur. Tu accoucheras dans la douleur. J'ai répondu à la question, je ne sais plus. J'ai répondu. Bonjour, je suis Françoise. Voilà, je voulais vous remercier pour votre œuvre. Je trouve que je suis là. Voilà. Alors, Voilà, je trouve que vous êtes... excusez-moi, je suis féministe, je laisse jamais rien passer. Oui. Je déteste que les femmes se présentent par leur prénom. Je trouve qu'on peut ne pas aimer ce que vous faites, mais je trouve ça très courageux. En tout cas, je pense qu'il faut exister. Et bon, moi, je ne me suis jamais sentie opprimée par les hommes, mais je trouve que c'est bien que le combat des femmes, il est important, et je trouve que votre travail est très important. Voilà. Donc, je voulais vous remercier de tout cela, parce que je trouve que c'est très très important que vous existiez. Je vous remercie de me remercier, mais je voudrais vous dire ce que j'allais vous dire.
je déteste que les femmes se présentent par leur prénom. Parce que le prénom, c'est pour la crèche, c'est pour l'école maternelle, c'est pour papa, maman, l'amant, l'amante, mais c'est pas pour la société. Et vous m'avez dit que vous appelez Françoise ? Françoise, mais je connais 10 Françoises. Donc je pourrais jamais me dire, la femme qui m'a parlé l'autre jour dans le cinéma, vous différenciez des autres. Je ne saurais pas qui vous êtes. Arrêtez avec les prénoms. Arrêtez avec les prénoms. De mon autre famille, c'est Benoît. Merci Françoise Benoît. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Bonjour, je suis là. Bravo. Moi, je voulais que, si vous voulez bien, vous me parliez de votre rapport à la psychanalyse, parce que vous y avez fait référence plusieurs fois quand vous nous avez présenté votre travail. Oui, moi, si vous lisez mon livre, vous verrez que je reviens quand même de loin. Et j'ai donc fait une psychanalyse très tôt. Je suis resté 7 ans en psychanalyse et puis, après un temps d'arrêt, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de spécial dans ma vie, je me suis remis en psychanalyse pendant 1 an. Donc, voilà, donc c'est pas la panacée à tous les maux, mais en tout cas, mettre des mots sur ce que l'on sent, que ce soit en psychanalyse ou ailleurs, c'est vraiment très très important. C'est pour ça que MeToo est extrêmement important. La psychanalyse, vraiment, moi, m'a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si je continuais, si je recommençais, ce qui se passerait, mais en tout cas, c'est une des possibilités actuelles de se connaître un peu mieux et de connaître non seulement se connaître un peu mieux soi-même, mais aussi de connaître les autres. Et de s'émanciper. Et de s'émanciper. Alors vous avez prononcé un mot, qui a dit ça? Toujours moi. Parfait. Je ne vous entendais pas. C'est très important de s'émanciper, vraiment très très important. Mais il faut s'émanciper de son émancipation. On n'est jamais assez émancipé. Parce que, effectivement, d'abord, les parents nous inculquent des choses qu'ils ont appris il y a 50 ans, ou parfois 100 ans. Et donc, ils sont rarement en phase avec ce qui se passe à l'heure actuelle. En plus, la plupart font des abus de pouvoir, comme d'imposer une religion à un bébé qui n'est pas du tout en mesure de savoir si cette religion lui convient. Donc, ah oui, puisqu'on parle des religions, tiens, je vais dire ce que j'ai dit dans les autres conférences. Moi, je suis pour éradiquer toutes les religions. Parce que je vois que j'ai quelques adeptes, mais il doit y avoir d'autres qui sont contre moi et furieux et furieuses. Parce que, je m'explique, toutes les religions sont fabriquées par les hommes, pour maintenir leur pouvoir et le patriarcat. Et pour, bien sûr, garder la misogynie. Et en plus, les religions fabriquent donc des tabous, en particulier sur le corps, et en plus divisent. C'est-à-dire fabriquent des communautés qui croient vraiment avoir la vérité et qui désignent l'autre communauté comme des gens à abattre, qui sont abominables ou qu'il faut tuer. Donc fabriquent les guerres. Donc vraiment, qu'on croit en Dieu pour se rassurer, moi je veux bien, mais ce qui est terrible, c'est ce qui tourne autour, le dogme et les rituels et tout ce qu'on nous met dans la tête autour de cela. Est-ce que ça propulse, que ça construit? Je sens un silence. Oui, oui. Bonjour. Je voudrais savoir... Parlez haut et fort. Je parle haut et fort. Je suis stéphanoise. Ah, on va faire un club. Je savais. Bien, je voudrais savoir pourquoi vous ne vous êtes pas présentée comme une artiste de la performance
Et vous l'avez corrigé à maintes reprises en vous disant artiste, ce que je vous reconnais tout à fait. Mais pourquoi vous voulez gommer ce terme alors que lorsqu'on vous cherche sur Internet, etc., on voit bien effectivement que vous êtes catalogué comme tel. Donc voilà. Non, mais c'est pas parce que je suis catalogué que je veux être catalogué. Moi, effectivement, je vous le dis, et ça a à voir avec le scandale. Toutes les fois où j'ai fait des performances, la plupart du temps, ça a fait scandale. Donc ça a fait des gros titres de journaux. Ça a fait beaucoup de télé. Donc effectivement, on retient de moi performance. Mais moi, j'ai fait des sculptures en marbre de Carrare, j'ai fait des sculptures en résine, j'ai fait des sculptures en 3D. J'ai fait énormément de choses en nouvelles technologies. J'ai fait des sculptures mouvantes, comme des robots, comme des hologrammes. Là, pour le moment, j'expose à la Biennale de Ganzhou un hologramme qui parle avec ma voix et qui répond à toutes les questions du public dans toutes les langues possibles. J'ai cultivé mes cellules, j'ai cultivé ma flore vaginale, ma flore intestinale, ma flore buccale. En fait, j'ai fait un disque, un album de musique, j'ai fait un livre, j'ai écrit. Donc on pourrait dire l'écrivaine, comme si je ne faisais rien d'autre. Ou on pourrait dire la roboticienne qui s'intéresse qu'à l'intelligence artificielle. Tout ça est faux. Je suis multifactoriel, quoi. Je ne suis pas uniquement monolithique performance. Et quand on dit que je suis artiste de la performance, ça me réduit à ça. D'accord. Ok. Merci. Merci à vous. Mais j'en fais. Et je continue à en faire. D'accord. Il y avait trois mains levées, là, tout à l'heure. Bonsoir Roland. J'ai une question parce que vous abordez la religion et je suis là. Oui. J'aimerais savoir comment vous vous situez spirituellement. Parce que vous êtes assez iconoclaste et assez scandaleuse. Et en même temps, la religion traverse votre œuvre d'une certaine manière, quoi. C'était un truc qu'il fallait que j'attaque parce que même si on m'a pas donné de religion, je suis entouré de religiosité tout autour de moi. Attendez, je vous ai coupé, qu'est-ce que vous alliez dire? Non, ça m'intéresserait de savoir comment vous étiez situé au niveau spirituel. Alors, moi, je vais aggraver mon cas. Je pense que je suis un corps, rien qu'un corps, entièrement un corps, et que c'est mon corps qui pense. Donc, vous voyez, je ne crois pas du tout en l'âme. J'ai fait des œuvres qui s'appellent « Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel ». Donc, dès qu'on me parle de spiritualité, j'ai peur, parce que je pense qu'on est souvent sous la mauvaise pente qui va aller vraiment vers des croyances, vers le religieux. Moi, je ne veux pas croire, je veux savoir, je ne veux pas croire. Et croire, à l'heure actuelle, c'est vraiment, pour moi, abominable. Je vais vous citer un truc qui est dans mes obsessions actuelles. Un ami qui est philosophe vient d'écrire, il avait écrit déjà un livre sur le mensonge et un livre sur est-ce qu'on peut sauver la vérité. Et en fait, à l'heure actuelle, Trump et sa bande et quelques autres disent que le mensonge n'existe pas. On peut tout à fait mettre sa main sur la Bible et dire oui, je sais, c'est lui qui l'a tué, je le sais, même si on n'en sait rien. Ou bien on peut dire à quelqu'un qui porte du vert, pourquoi t'as pris du rouge aujourd'hui? Tu sais bien que je déteste le rouge, tu me cherches. Et tout ça sur la Bible, il est habillé en rouge. C'est vraiment juste pour m'embêter, il me cherche. Et donc, parce qu'il y a un truc qu'on appelle maintenant alternative fact. C'est-à-dire que si je sens ça, si je pense ça, c'est que c'est la vérité. C'est ma vérité
Et donc j'en fais une vérité universelle pour tout le monde, et c'est normal, parce que moi, je sens ça, et donc c'est ma vérité. Donc, on va dans un monde incroyable où il n'y a plus de preuves. Et effectivement, pour Dieu, il n'y a pas de preuves. Hein. Donc, mais on va effectivement dans toutes les croyances hallucinantes, et uniquement, il n'y a plus d'objectivité. On ne peut plus dire ça c'est rouge. On ne peut plus le dire, même si c'est rouge. Parce que quelqu'un vous aura dit que c'est d'une autre couleur. Donc, on est actuellement, en plus des fake news, là, il y a un phénomène incroyable de société aux États-Unis qui est sur l'alternative fact. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire, quoi? Il n'y a plus de procès possible. Quand Trump dit qu'il y avait beaucoup plus de monde quand il a été élu qu'Obama, alors que toutes les photos montrent, toutes les vidéos montrent que c'est faux, il ne ment pas. Lui, il sent ça comme ça. Il sent ça. C'est son truc. Il ment pas. Donc, voyez combien tout ce qui est croyance m'affole, quoi, vraiment. N'importe lesquelles, quoi. Est-ce que j'ai répondu? À notre manière, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui, plus fort. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Enlevez le bœuf que vous avez sur la langue. Ah. Il parlait haut et fort. Bonsoir. Alors moi je voudrais vous reparler par rapport comme ça va? Non, alors moi je voudrais vous parler par rapport. Il faut que la voix, tu vois, tu la lances comme un ballon. Tu la lances le plus loin possible. Tu essayes de parler à quelqu'un qui est derrière toi. Est-ce que là vous m'entendez bien? Un peu, mais vous faites pas beaucoup d'efforts. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, il y a du progrès. Merci. Merci. Alors voilà, je voudrais revenir un petit peu sur votre rapport à la peur. Là, est-ce que c'est bien? Vous savez vous-même si c'est bien ou pas. Allez-y. Je voudrais savoir quel est votre rapport à la peur, parce que à travers vos œuvres, et en tout cas à travers le regard que vous portez aux femmes, j'ai l'impression que, en tout cas je pense, que vous avez un vrai message d'espoir à nous permettre en fait en tant que femmes de nous libérer de tous les codes et de toutes les pressions que nous avons. Et je me demandais, quel est votre rapport à la peur, vous qui arrivez à nous montrer que nous femmes, nous devons nous battre pour nos droits et pour dépasser nos propres pressions. Même pas peur. Même pas peur. Si vous avez peur, ça vous cloue. Vous faites plus rien. En tout cas, ça a fait beaucoup de bien de l'entendre. Et je peux vous dire que mon cœur bat très fort parce que, justement, d'entendre vos messages et de percevoir, en fait, que cette peur n'a pas lieu d'être. Ça fait beaucoup de bien, alors merci beaucoup. C'est la peur de la mort, hein. Mais à part ça, mis en perspective, tout le reste, c'est vraiment rien du tout. Hein. Et oui, une chose dont j'ai pas parlé, j'aurais pu parler, vous savez que j'ai fait une pétition contre la mort. Hein. Il faut vraiment que tout le monde la signe, sans exception. C'est que comme ça qu'on aura une chance, hein, parce que sinon, on n'en a pas beaucoup. Non, mais moi, je suis pour la mort de la mort, hein, vraiment. Signer ce matin. Comment? Signer ce matin. Je vous entends pas. La pétition. Ah oui, signer la pétition, signer la pétition. Je l'ai signée ce matin. Vous l'avez signée? Oui. Ah, bravo, on l'applaudit bien fort. Non, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait une question là, oui. Bonsoir.
Je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu un déclic qui vous a lancé sur la piste d'utiliser votre art pour vous battre au quotidien pour les causes féministes et contre les conventions? Non, vous savez, c'est comme la Renaissance, ça commence pas à tel jour, telle heure, quoi. C'est que tout à coup, ça se construit petit à petit, et petit à petit, le développement vous emmène à un endroit, quoi, qui est autre que ce que vous aviez même prévu. Vous savez, moi je dis toujours que je n'ai pas de concurrent ou de concurrente. La seule chose qui est ma concurrente, c'est moi. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire une œuvre, de faire des choses, même dans ma vie de tous les jours, qui m'émerveillent moi-même, où je me dis, oh non, alors là, t'as fait fort, hein, alors là, j'aurais pas cru ça de toi. Ça va t'y arriver. Ah ben c'est formidable. Alors quand tout à coup je fais un truc et que je peux me dire ça, alors moi ça me remplit de bonheur, de calme, de force, voilà. Donc ça s'est pas construit à un seul endroit, c'est petit à petit, tout à coup, j'ai fait telle chose en faisant un pas, m'émancipant. À propos de l'émancipation qui est très importante, je conseille à tout le monde de voir un film, si vous ne l'avez pas vu. Pour moi, c'est le film, c'est le chef-d'œuvre. Excuse-moi, je dérape hein, par rapport à ta question. De Jodorowsky. Poesia sin fine. Qui l'a vu? Allez voir. C'est un film d'une beauté absolument extraordinaire. C'est un film qui se tape tous les tabous possibles et imaginables. Et c'est surtout un film qui parle de l'émancipation et qui dit très clairement qu'il faut s'émanciper soi-même si on veut que la société s'émancipe. Donc, et s'émanciper, c'est jamais fini. Parce qu'on se refabrique un fauteuil, un cadre dans lequel on se sent bien momentanément, mais qui n'est pas forcément le bon. Et dans ce film, on voit ça. On voit, il s'émancipe de ses parents qui sont abominables, en particulier son père. Mais sa mère, en fait, dans le film, elle est montrée, en fait, pour essayer de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle vit et au mari, elle chante. Tout ce qu'elle dit, elle chante. On se croit dans une comédie musicale. Et puis, quand le mec est arrivé à sortir de chez lui, grâce à la poésie, tout à coup, il y a un déclic avec la poésie. Et tout à coup, il tombe amoureux d'une femme, et il est fou amoureux d'une femme qui est extrêmement toxique pour lui, extrêmement toxique. Et donc, cette femme, ce qui est très amusant dans le film, c'est qu'elle est jouée par la même actrice que la mère, mais habillée complètement différemment, etc. Et il arrive donc à s'émanciper aussi de cette femme. Mais en fait, c'est très difficile de s'abstraire de son enfance, quoi. On est vraiment très fabriqué à travers ce qu'on nous a dit, ce qu'on a fait, etc. Ou ce qu'on nous a fait. Donc, mais en tout cas, dites-vous que l'émancipation, c'est toujours à renouveler, et que penser, c'est toujours penser contre soi. C'est vraiment très très important. Penser contre soi. Et j'aurais une deuxième question. Donc ça peut sembler un peu naïf, mais vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été censuré par rapport à l'œuvre d'art sur Rosa Parks. Et on parle du scandale. Pourquoi ne pas l'avoir quand même affiché, malgré la censure? Oui, mais j'en ai affiché d'autres. Je ne pouvais pas toutes les afficher, j'en ai 34. J'ai affiché les Iraniennes parce que ça me paraissait tellement important à l'heure actuelle de les montrer, quoi. J'ai pas tout montré, ça c'est clair. Mais effectivement, j'aurais pu la montrer. Je dois avouer que c'est mon Premier ministre qui a fait le PowerPoint. Je vais dissoudre. Donc, oui, j'aurais pu le montrer, mais bon, j'en ai 34 ou 35 à montrer, donc bon, je serai encore en train de regarder. Merci beaucoup. Mais en tout cas, moi je la montre, hein, elle est chez moi affichée, enfin, etc. Elle est là.
Et Joséphine Baker aussi. Oui. Non, non. Alors, ma question... Je voudrais savoir si... Je veux savoir si avec ce parcours semé de scandales, vous avez la sensation qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il est toujours nécessaire de faire scandale pour se faire entendre. En tant que femme, que la protestation n'est puissante qu'avec de la colère que quand elle est choquante. Parce que c'est vrai que moi, c'est une sensation que j'ai. J'ai une sensation que les messages forts qui passent et qui restent sont ceux qui ont choqué, sont ceux qui ont scandalisé. Est-ce qu'il est possible de faire avancer les choses en étant juste dans une norme, en s'affirmant sans scandaliser les gens? On va les scandaliser tout le temps, vous savez. Hein. Vous savez, il suffit de respirer un peu trop fort. Pour celui qui respire moins fort, va vous trouver insupportable. Non, je crois qu'il faut bien faire et laisser dire. Et je pense que quand ça passe par le scandale, regardez ce qu'ont fait par exemple les Femen ou les Pussy... comment ? Oui, les Pussy Riot, etc. Effectivement, si elle l'avait fait, si ça n'avait pas été porté par les médias, etc., il n'y aurait pas eu du tout de réaction. Donc, c'est sûr qu'il faut parler haut et fort. Particulièrement dans notre société, hein, quand on voit cet imbécile de Trump qui va être élu pratiquement à tous les coups, bon, vous voyez comment il agit. Alors c'est un très mauvais exemple, mais en même temps, c'est aussi une manière de dire que si on prend la parole, il faut être un tribun, quoi. Il faut vraiment y aller. Et il faut faire des effets de manche. C'est ce qu'on fait, ce que font les avocats, et c'est ce que font les gens de théâtre. Il faut que le geste passe la rampe. Sinon, c'est juste pour vous. Si c'est juste pour vous faire plaisir, mais si vous avez la prétention de changer le monde, alors là, il faut y aller, quoi. J'aurais une deuxième question. Est-ce que vous, Orlan, vous avez de l'espoir en ce qui concerne l'avenir? Non plus. Est-ce que vous, en tant qu'Orlan, vous avez de l'espoir pour l'avenir des femmes, pour la jeunesse, pour les jeunes artistes féminines? Moi, je suis extrêmement pessimiste. Je suis inconsolable parce que je trouve que tout fait marche arrière, de partout. Mais en même temps, c'est pas parce que je suis désespéré et que je pense que ma vie n'a servi à rien, presque, que je continue pas à me battre et que j'abandonne le terrain. Non, s'il y a une petite chance, il faut la travailler. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes artistes? Parler haut et fort. Être capable de défendre son travail, de faire des conférences, de donner aux autres. Mais les jeunes artistes, il faut qu'ils aussi ils sachent qu'ils aient appris l'histoire de l'art. Parce qu'on ne peut pas construire le présent sans avoir une petite idée du passé. Ça évite de refaire les mêmes œuvres que ce qu'ont fait les autres. Hein. Moi, je dois dire que très souvent, à l'heure actuelle, dans les expositions, je m'ennuie beaucoup. Parce que ce que je vois, c'est des choses qui ont déjà été faites 1000 fois, montrées 1000 fois. Et ou bien ce sont des choses, en fait, il y a tellement de jeunes qui sortent des écoles d'art avec l'estampille artistes certifiés. Et en fait, forcément, il y a des artistes là-dedans, il y a toujours des artistes. Mais il n'y en a pas plus qu'avant. Mais par contre, il y a une foule immense de gens qui sont passés par les écoles d'art. Et on leur a appris à faire style art. Alors effectivement, on voit des trucs, ça ressemble un peu à l'art, mais bon, est-ce que c'est un artiste qui a fait ça? Et que veut dire cet artiste? En tout cas, ce que je voudrais dire
pour répondre peut-être plus en profondeur, vraiment, il faut avoir conscience qu'on soit artiste ou pas artiste, qu'on est responsable. On est responsable. On a une responsabilité. Et on ne peut pas convoquer un public juste en accrochant un petit truc parce que c'est sorti de nous comme ça. Bah oui, c'est sorti de moi, alors je le montre, ma petite merde. Voilà, quoi. Donc, il y a un minimum d'élaboration, de travail, d'apprentissage, voilà, quoi. Alors malheureusement, je n'ai pas avec moi un texte que j'adore et que je lis toujours et que j'ai beaucoup lu lors de mes cours, parce que j'étais prof dans des écoles d'art tout le temps, où j'ai fait beaucoup de workshops. En fait, c'est un texte que vous allez retrouver dans un livre qui est L'enseignement de la peinture, de Marcelin Plenay. Et en exergue, il y a un texte d'un Chinois qui est à la fois théoricien et peintre. Et alors, je vais pas vous le dire bien, ce texte, il faut que vous le retrouviez. Mais ce qu'il dit en ce qui concerne l'apprentissage de la peinture, mais vous pouvez changer le mot peinture par n'importe quelle autre pratique, certains pensent que la difficulté est la bonne méthode. D'autres pensent que la simplicité est la bonne méthode. Non, la complexité, la difficulté est la bonne méthode. Et il dit la difficulté est mauvaise et la simplicité est mauvaise. Qu'est-ce qu'il a comme exemple encore? Ça y est, je l'ai oublié. Zut, j'ai pas mon texte. J'ai trop travaillé ces jours-ci, ils m'ont vraiment pressé comme des citrons. Vous pouvez nous redire les références du texte? Oui. Comme ça, on regardera. Vous l'avez? Non, j'aimerais bien que vous me redonniez. Marcelin Plenay, la préface de l'enseignement de la peinture. Merci. Donc, ce qu'il dit, c'est que tout et son contraire est mauvais. Qu'au final, l'apprentissage de la méthode, c'est plus de méthode. Voilà. Mais qu'il faut passer d'abord par une règle sévère pour tester, pour expérimenter. Donc il y a une responsabilité pour moi vraiment. Vous savez, les artistes, moi je les laisse faire, je ne suis pas un flic, mais ils ne font que des choses jolies pour pouvoir vendre ou pour être décorer des appartements. Avec ce qui se passe dans le monde, je trouve d'une désinvolture, je trouve que c'est dégueulasse, quoi. C'est comme en tant que citoyen ou citoyenne, ne pas faire le boulot, ne pas voter, ne pas... C'est insupportable. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Orlando. Merci. Merci à Ronan Marek et ses élèves pour la captation vidéo, d'être venus aussi parmi le public de l'ETL. Et voilà, merci beaucoup. Et pardon à ceux qui ont entendu plusieurs fois la même chose.